Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. À l'aube de ce week-end, on espère que vous avez passé un bon vendredi. Vous êtes peut-être sur le départ de ce week-end, en train de rentrer chez vous. Ou pour ceux qui travaillent ou qui travailleront ce week-end, bon courage. Bonsoir, Philippe David. Bonsoir, Cécile de Ménibus. Okay. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous partez définitivement. Ah bah non, j'en ai une encore bien meilleure que ça. Non, alors là, vous voyez, on faisait une émission hier, on a parlé de voitures électriques, de dépollution. Et je vais vous donner une grande nouvelle. Mais alors vraiment une nouvelle extraordinaire. Allez-y. Du 2 au 7 novembre, c'est-à-dire en 6 jours, comme les Allemands sont sortis du nucléaire, leurs centrales au charbon et à la lignite ont produit 3,6 millions de tonnes de CO2, c'est-à-dire l'équivalent de tous les vols intérieurs français pendant un an. En 6 jours. Alors c'est bien la peine de nous enquiquiner, et je reste poli, avec des ZFE et tutti quanti, si c'est pour que les Allemands polluent l'Europe entière au charbon et à la lignite. Vous comprenez que j'ai déjà envie de râler avant mon coup de gueule. Bah c'est un peu la guerre des 6 jours. Vous en aurez un deuxième Ah bah oui, quand même. Ah, tout de même. Mais il en a toutes les 5 secondes, je suis obligée de le freiner. Ma chère Cécile, il a des privilèges. Ouais, c'est faux. Allez, on y va les amis, parce qu'on est très en retard. Le sommaire de cette émission, le grand débat du jour, c'est à 17h30. Des supporters israéliens ont été pourchassés et agressés hier à Amsterdam en marge d'un match de football. 5 hospitalisations. Les autorités israéliennes dénoncent un pogrom antisémite et affrètent un avion pour rapatrier leurs ressortissants. Pendant ce temps-là, le député LFI, Raphaël Arnaud, provoque la consternation en rejetant la faute sur les supporters agressés. Alors parlons vrai, est-ce que l'antisémitisme est en roue libre en Europe? Y a-t-il une responsabilité de certains responsables politiques dans leur discours? Et à cette question, Amsterdam, pouvons-nous accepter que des parlementaires fassent du déni sur l'antisémitisme? Vous dites non à 83%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On en parlera avec Patrick Vignal, qui est ancien député Renaissance de l'Hérault. Et puis le coup de projecteur des vraies voix. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont présenté leur plan de lutte anti-drogue aujourd'hui à Marseille. Création d'un parquet national spécialisé, sécurisation et brouillage des quartiers d'isolement, assouplissement de l'excuse de minorité. Le gouvernement annonce aussi une amélioration du statut de repenti pour le rendre plus incitatif. Alors parlons vrai, est-on armé avec l'état de droit actuel face au narcotrafic? Est-ce qu'outre les propositions faites par le gouvernement, il y en a d'autres à mettre en place en plus du statut de repenti? Et à cette question, un statut de repenti est-il une porte de sortie pour ceux qui veulent quitter le narcotrafic? Vous dites non à 55%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Florence Roy sera avec nous, avocat pénaliste. Merci en tout cas de nous écouter tous les jours. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Avec Philippe Bilger aujourd'hui, prêt à partir en week-end. Je reste là, ma chère Cécile. Oui, mais c'est quand même le week-end. Ah, bien sûr. Vous allez pouvoir lire, vous la reposer. fin de semaine. La fin de semaine, pardon. Là-haut, c'est très joli, la fin de semaine. Je pourrais faire tout ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et j'ai d'ailleurs commencé aujourd'hui à aller au cinéma. Très bien. Il faudra bien nous donner l'autorisation aussi avec Philippe David, parce qu'on vous surveille pour le week-end. René Chiche est avec nous, rédacteur en chef du groupe Entreprendre. Bonsoir René Chiche. Bonsoir, je suis ravi d'être avec vous. Mais ça manque un peu de femmes là. Attendez, on va bonsoir, je suis ravi d'être avec vous. C'est you know what, I'm happy, voilà. C'est Droupi. Vous avez pas pris festif aujourd'hui. Vous êtes sérieux? Ah bon, d'accord, ok, très bien, on va bien s'ennuyer. Sébastien Ménard est avec nous, entrepreneur dans la food tech. Et bonsoir. 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 Voilà, avec notre auditeur du jour, Frédéric, qui nous appelle de Paris. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous voulez coup de cœur à la région Normandie? Exactement. Je suis sur la route, je reviens à Paris, là, de Normandie, et d'un département qui est très peu connu, la Manche. C'est-à-dire la presqu'île du Cotentin, très peu connue, dont on parle jamais, et qui est un endroit superbe, avec une ville tout au bout, la ville de Cherbourg, qui est une ville extrêmement dynamique, chaleureuse, beaucoup de restaurants, théâtres, cinéma, etc. Et c'est une ville industrielle. Il y a beaucoup d'emplois où ils sont sans arrêt d'ailleurs en train de chercher des employés, parce que il y a des grandes entreprises comme Naval Group, comme les constructions navales de Normandie, les entreprises qui fabriquent, vous savez, les éoliennes de la haute mer, etc. Il y a beaucoup de choses, un taux de chômage extrêmement bas, et c'est une ville très agréable, les gens sont super sympathiques. Et j'ai remarqué, à force d'y aller, qu'il pleuvait pas plus qu'à Paris, finalement. Ah oui, c'est vrai, absolument. Voilà, et en plus, il y a la mer, avec des grandes plages, et c'est vraiment un très bon coin qui vaut le détour. Vous savez que Cécile est une régionale de l'étape, comme on dit dans le Tour de France.
Très bien. Absolument. Il y a même une abbaye qui porte votre nom, je crois. Oui, absolument. Et il y a un petit village qui s'appelle le Mesnilbu en Vieux-François, comme on dit, et il y a l'abbaye du Bec et Loin, qui est aussi, ce sont mes ancêtres. Donc, elle a été connue, je crois, au XVIIIe siècle pour des libertinages religieux. Merci. Mais ça démarre bien. Comme d'habitude. Monsieur Bilger est bien renseigné. Mais dans ce domaine, le marquis de Sade, par rapport à lui, était un véritable nuque. Dans beaucoup de domaines, je me débrouille comme un manche, mais je vous assure, ce que vous avez dit de la Normandie est tellement vrai. Ça me fait plaisir qu'on rende hommage à un département qui est sous-estimé. C'est magnifique. C'est magnifique, la Normandie. Vous avez bien raison. Le Cap de la Hague, c'est fabuleux. Non, mais tout est beau en Normandie. C'est vrai qu'il n'y pleut pas aussi souvent qu'ailleurs. René Chiche, vous aimez? Parce qu'on a 4 secondes. Oui, j'aime beaucoup la Normandie. Puis même s'il pleut à Cherbourg, il y a les parapluies. J'allais le dire. Elle était facile. Magnifique. Elle est bien. On va rester là-dessus, c'est bien. Allez, Frédéric, on vous aime déjà. Vous restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix du jour. Dans un instant, le réquisitoire du procureur. Monsieur le procureur. On va parler de François Ruffin. Très bien. Eh bien, on en parle dans un instant. On vous souhaite la bienvenue. 0826 300 300. N'hésitez pas au détail. Derrière ce téléphone, elle vous attend avec un grand sourire. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. Aujourd'hui, Philippe Bilger avec René Chiche, Sébastien Ménard et avec Philippe David, bien entendu. On est jusqu'à 19h avec vous pour commenter l'actualité. 0826 300 300. Félix Mathieu sera avec nous dans quelques instants pour les 3 mots dans l'actu. En attendant, Philippe Bilger, le procureur, il va parler. Les vraies voix Sud Radio. Le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est François Ruffin qui se dévoile pour 2027. Une chance ou non? Oui, alors j'ai une petite dent, pour être honnête, contre François Ruffin, purement anecdotique. Il m'avait fait une promesse qu'il n'a pas tenue. Mais contrairement à vos attentes, je ne vais pas parler que de ça. Vous deviez jouer dans son film. François Ruffin, en effet, comme vous venez de le rappeler, s'est dévoilé, si j'ose dire, pour 2027. Et il me semble que c'est un étrange personnage tout de même qui a des qualités, qui a de l'originalité, mais je n'ai pas aimé dans son parcours le fait qu'il était relativement frileux quand Jean-Luc Mélenchon, croyait-il, était au zénith, et que depuis qu'il le croit à la baisse, il réagit de la manière qu'on vient de dire. Deuxième observation, et je finis, ma chère Cécile, mon cher Philippe, c'est que il oscille en permanence entre la volonté d'être singulier, voire totalement atypique, et en même temps il est à la recherche d'une forme de classicisme. Et donc pour 2027, si j'ose dire, je lui souhaite bon courage, et comme il vient de sortir un film, pour être un candidat plausible, il faudra vraiment qu'il se mette au boulot, si vous me le permettez, puisque c'est le titre de son film, mon cher René. Oui, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Ruffin, ça ferait combien à la présidentielle à votre avis, René Chiche? Ah non, je peux pas vous donner de pronostic, mais moi je trouve que maintenant François Ruffin c'est devenu un peu un électron libre de la politique. Ouais. Déjà, moi j'ai pas du tout apprécié qu'il ait comme ça lâché non seulement Mélenchon, mais même durant la législative, il a encore plus retourné sa veste, je dirais. Mais moi je trouve que c'est un électron libre qui fait beaucoup de buzz maintenant. Alors c'est vrai qu'il se singularise un peu dans la classe politique, mais même, regardez, même son film avec Sarah Salman, excusez-moi, c'est quand même pas d'un très bon niveau. Je sais pas d'ailleurs à quoi sert ce film, franchement. C'est même à la limite indécent, je trouve. Inventer des métiers modestes. Et en plus, dernière chose, je vais être bref, quel espace politique pour François Ruffin? Il n'a pas d'espace politique, à mon avis, actuellement. Il n'en aura pas en 2027. Hein. Vous le voyez où en cas de présidentielle, Sébastien Ménard? Il est dans la catégorie agitateur, amuseur, pitre. Ouais, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des qualités, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un message à porter, mais dans l'écosystème dans lequel il évolue, la fantaisie c'est bien, et il a, je dirais, une espèce de fantaisie utile,
dans sa manière même d'aborder Sarah Salman, de la mettre dans son film, etc. Mais la réalité, c'est qu'on ne voit pas quel rôle partisan et structurant il va pouvoir jouer. Voilà, donc pour moi, la question, ça fait combien ? Ça fait 4%, quoi. Mais c'est déjà beau. Hein. Je suis étonnée, René Chiche, que vous disiez, le fait qu'il se soit écarté de Jean-Luc Mélenchon, il a le droit, à un moment donné, peut-être de s'écarter de lui en disant ça ne correspond plus à ce que je veux, en fait. Non, mais je trouve qu'il a trop tourné kazakh en voyant tout de suite un petit peu LFI, la NFP, vous voyez, sombrer un peu de plus en plus bas. Moi, j'apprécie pas trop les gens. Oui, pardon, excuse-moi, Sébastien. Non, mais il l'avait vu. C'est-à-dire que là où il faut pas mais non en fait, plus... il a quand même utilisé la NFP pour se faire élire. Il faut pas non plus prendre François Ruffin pour un perdrix de l'année. C'est-à-dire que il est pas, il est cynique avant sa réélection à l'Assemblée nationale, puisqu'il part avec les couleurs, l'étiquette du NFP. Il sait très bien que la carte NFP est importante. Il sait aussi que l'image de Mélenchon est un repoussoir, et il va jouer avec ça. Et après sa réélection, immédiatement, c'est alors en plus maintenant, je crois qu'il veut même faire alliance avec Raphaël Glucksmann. Il a commencé à dire c'est plus smart. Absolument, c'est smart. Vous voyez, et là, je suis d'accord avec ce que disait Sébastien Ménard. Je trouve qu'il n'y a pas d'incarnation. Politique, il faut incarner quelque chose avec l'élection du président. C'est dommage, c'était le poil à gratter. Il envoie quelques punchlines. Il envoie quelques punchlines sur notamment la réalité difficile et la quotidienneté difficile d'un certain nombre de nos concitoyens. Il a déjà fait il y a 10 ans, merci patron. Exactement. C'est parfois pas mal d'insister, et il le fait plutôt bien. Allez, tout de suite, merci beaucoup pour ce sujet, Philippe Bilger. Et tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont incidents, fonctionnaires et chiens. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot fâché tout rouge contre la police israélienne à Jérusalem hier devant un domaine français, un peu la version 2024 du Do you want me to go back to my plane. Le gouvernement renonce à supprimer les catégories de fonctionnaires comme l'avait promis Emmanuel Macron. Un recul pour mieux maintenir le jour de carence ou encore le gel du point d'indice. Et puis l'argument choc de Gabriel Attal pour montrer qu'il n'a pas laissé les dépenses publiques déraper. La preuve qu'il a coupé dans les dépenses, c'est à cause de ça que Rachida Dati à la culture aurait menacé de transformer son chien en kebab.
vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et pour vous informer au mieux tous les jours, on essaye d'apporter le meilleur avec Philippe David, bien entendu, et nos vraies voix du jour avec Philippe Bilger aujourd'hui, René Chiche, Sébastien Ménard et Frédéric, notre vraie voix du jour. Ça va, Frédéric ? Ah bah il n'est pas là, Frédéric. Il nous entend, mais on sait qu'il est là. Enfin, s'il nous écoute, il sait qu'on parle de lui. Enfin bref, vous ferez le tri et puis on en reparlera mardi prochain. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Des affrontements en plein centre d'Amsterdam. Des ressortissants israéliens sont poursuivis par une horde. L'un d'eux est jeté dans le canal. Le Premier ministre a ordonné l'envoi immédiat de 2 avions de secours pour venir en aide à nos citoyens. Il considère l'effroyable incident avec la plus grande gravité. Même son de cloche de l'ancien Premier ministre Naftali Bennett. C'est un pogrom en action. J'appelle les autorités néerlandaises, les autorités d'Amsterdam à agir immédiatement pour éviter d'autres blessures et des pertes de vie humaines. Hier à Amsterdam, des supporters israéliens ont été violemment attaqués après un match de football causant 5 hospitalisations. Les autorités israéliennes parlent d'un pogrom antisémite et organisent un rapatriement d'urgence. Le député LFI, Raphaël Arnaud, suscite, lui, l'indignation en imputant la responsabilité aux supporters. Alors parlons vrai, est-on en sécurité quand on est juif aujourd'hui en Europe ? Est-ce qu'il faut durcir les sanctions par la loi, donc contre les actes antisémites ? Et à cette question, pouvons-nous accepter que des parlementaires fassent du déni sur l'antisémitisme ? Vous dites non à 84%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Notre invité Patrick Vignal est avec nous, ancien député Renaissance de l'Hérault. Bonsoir Patrick Vignal. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, pour démarrer. Alors, ce qui s'est passé hier, enfin que j'ai appris ce matin, ça m'a, franchement, je ne m'indigne pas facilement, mais là, ça m'a fait craindre le pire en Europe. Parce que tout de même, lorsqu'on apprend que des supporters israéliens sont pourchassés comme des bêtes, parce qu'ils sont israéliens par une bande d'agresseurs masqués, et que le gouvernement israélien est obligé de faire venir d'eux, on se demande aujourd'hui vers quelle dérive terrifiante on va. Et au fond, puisque vous posiez la question dans votre interrogation, on sait aujourd'hui, depuis longtemps, que l'antisémitisme n'est plus à droite, mais qu'il est à l'extrême gauche. Raphaël Arnaud en est la preuve, et s'il en fallait une autre, j'ai été frappé de voir l'incapacité de François Hollande dans un dialogue intéressant avec un contradicteur dans le Figaro Magazine. Il a été incapable d'admettre que l'antisémitisme était à gauche. Sébastien Ménard. Alors, je vais contrebalancer un peu ce que dit Philippe Bilger. C'est qu'il y a toujours, malheureusement, des fachos antisémites d'extrême droite. Voilà, faut quand même rétablir un morceau de tête. Il y en a. Attendez, il y en a encore. Et malheureusement, il y en a encore. Il y en a encore trop. Mais force est de constater, et là vous avez raison, qu'il y a un déni d'antisémitisme à la gauche de la gauche. On a très clairement aujourd'hui une classe politique ou une frange ou une composante de l'extrême gauche qui milite notamment à la France Insoumise, qui est clairement antisémite. Voilà. Alors certains par conviction profonde et d'autres par opportunisme, par clientélisme, parce qu'on sait très bien malheureusement qu'une partie de nos banlieues, voilà, qu'on se le dise, est antisémite. Voilà, c'est comme ça. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Oui. René Chiche. Bon, déjà, moi, à titre personnel, je suis consterné et choqué. Vous comprendrez pourquoi. C'est vraiment quand j'ai vu ces images de ratonnade. On les tous. Non, bien sûr. J'ai pas dit ça, mais bon, à titre personnel, ça m'a encore plus choqué parce que j'ai pas mal d'amis israéliens, de familles israéliennes. Enfin bref. Déjà, en plus, ce que dit Raphaël Arnaud est ridicule puisque l'équipe du Maccabi Tel Aviv est composée de joueurs juifs et musulmans. Donc déjà, il connaît pas ce que c'est qu'un club israélien de football. Et il met des photos du Bétar, qui n'est pas du tout la même culture footballistique. Mais alors, c'est vrai qu'actuellement, Sébastien, c'est vrai qu'actuellement, le discours antisémite, pourtant, je ne suis pas spécialement proche, enfin non, je suis plutôt proche de Macron, moi, mais le discours antisémite, il est quand même plutôt à gauche. Et je l'ai dit. Non, mais on peut pas dire. On peut pas dire comme Philippe Bilger. Comme Philippe Bilger l'a dit qu'à l'extrême droite, il n'y a plus d'antisémites.
Non, mais attendez, là on revient au fait d'Amsterdam, là. Actuellement, c'est plutôt une violence qui vient de la, je dirais pas la gauche néerlandaise, mais de gens qui sont totalement anti-israéliens et aussi anti-juifs, antisémites, à cause du conflit israélo-palestinien. Et c'est là où est le problème. Ce sont des gens comme LFI qui, à force d'importer, comme aux États-Unis d'ailleurs, hein, comme dans d'autres pays, qui, à force d'importer le conflit israélo-palestinien en Europe, crée des situations de tension énormes. Et moi, franchement, je commence à avoir un peu peur en France. Hein. Je commence à avoir un peu peur. Parce qu'il n'est pas impossible qu'une telle violence existe en France aussi. Il y a un match jeudi soir, France-Israël, au Stade de France, en passant. Hein. Bon, alors on sait qu'il y a 3 fois plus d'actes antisémites en France, on le sait ça aussi. Oui. Voilà. Mais on n'a pas encore eu des ratonnades et des violences comme ça. Des groupes qui agressent comme ça. Là, c'est un pogrom. Hein, c'est un pogrom. Et moi, j'ai un peu peur que la France soit... Et c'est dû à LFI un peu quand même, ce discours, cette ambiance antisémite. Ne criez pas, Patrick Vignal, vous qui êtes ancien député, est-ce que vous avez constaté un antisémitisme qu'on pourrait qualifier d'ambiance? Vous étiez député le 7 octobre 2023, suite au pogrom, dans les couloirs de l'hémicycle. Écoutez, déjà, c'est un acte incommensurable de ce pogrom depuis le 7 octobre. C'est grave. Ce n'est pas un problème de supporters. Ça a été organisé, structuré. Ça, c'est le premier point. Et ce que disait René Chiche, moi, je suis complètement d'accord avec lui. C'est l'extrême droite aujourd'hui qui défend le peuple juif. Ça veut dire que cette gauche, la gauche de Jean-Luc Mélenchon, la gauche LFI aujourd'hui, mais c'est très organisé, Jean-Luc Mélenchon, je vous rappelle qu'il n'a pas été élu au deuxième tour en 2022 de 400 000 voix. Il était, vous l'avez dit sur votre antenne, il a dit à ces snipers qui sont qu'une vingtaine, hein, les Portes, Léaumont, Soudé, Mathilde Panot, il leur a dit il faut aller draguer les quartiers populaires et la communauté musulmane, les autres on s'en fout. Donc c'est une spécificité, une stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Moi, ce qui me gêne, si vous voulez, c'est qu'il manque de courage et de courageux. Moi qui viens du PS, j'ai honte. J'ai honte aujourd'hui de savoir qu'une partie du PS, des écologistes et des communistes continuent ce mariage avec Jean-Luc Mélenchon. Ils ont bien joué, ils ont eu tant de députés, ça suffit maintenant. Mais Patrick Vignal, je vous coupe parce que moi je suis ulcéré, hein, franchement, quand j'entends tout ça et quand je vois tout ça. Comment on peut laisser, franchement, des parlementaires faire du déni? Comment c'est possible encore aujourd'hui en France, en fait? Comment ces gens ont la parole et comment ces gens siègent aujourd'hui au Parlement avec des propos pareils? Comment c'est possible alors que n'importe qui dans la rue aurait ce type de propos et de déni, on le mettrait en prison ou alors on s'en occuperait? Comment c'est possible? Ben, vous savez, pardon, c'est énervement, mais là c'est plus possible. Alors, non, mais sous le mandat de François Hollande, on a voté le non-cumul des mandats. Quelle grossière erreur! La politique, si c'est pas un métier, il y a des valeurs et des codes. Et on a permis à des gens qui n'avaient pas de valeurs, pas de codes, qui étaient des snipers. On en a eu quelques-uns chez nous à la Macronie, je vous dis pas le contraire. En fait, ce qu'on a aujourd'hui, on a un bac à sable à l'Assemblée nationale. Mais je voudrais vous rappeler à tous que ce sont les Français qui les ont élus. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte que chez moi, dans la deuxième circonscription, la députée LFI, elle fait 60% au premier tour. Donc, c'est pas la peine de parler de ces gens qui sont insignifiants, qui nous intéressent pas. Le vrai débat, Cécile, c'est qu'aujourd'hui, quand même, les valeurs du Parti socialiste, elles sont bafouées. Les écologistes, les communistes, la droite républicaine, est-ce qu'on attend ce bac à sable de l'Assemblée pour en sortir, pour avoir une vraie Assemblée qui va pas être toujours, si vous voulez, dans une radicalité? Parce qu'il faut se le dire aussi, j'en prends ma part en Macronie, tout le monde prépare 2027. La France est à feu. Voilà, elle est à feu. Être juif aujourd'hui en France, c'est très dur d'y être. J'ai encore des gamins dans une fac qui me disent je vais plus à la fac parce que je m'appelle Cohen. Et nous sommes des lâches, les politiques. Pas vous dire mieux. Philippe Bilger. Patrick, je vous rejoins absolument. Est-ce que ce qui me frappe, et c'est une question, j'ai l'impression que l'antisémitisme d'extrême gauche ne cherche même plus à se masquer derrière l'antisionisme. Parce que à une certaine époque, on pouvait avoir le droit de distinguer les deux, au moins.
Vous savez, j'ai l'impression que Jean-Luc Mélenchon, je ne suis pas certain qu'il soit antisémite, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il va être au 2e tour en 2027. Oui. C'est de la stratégie. Il imagine, Jean-Luc Mélenchon, qu'en étant au 2e tour en 2027 contre Marine Le Pen, il sera élu. Mes amis de gauche, écoutez, c'est très facile. Au 2e tour dans ma circonscription, 60 000 votants, 10% de gens qui sont ne pas aller voter ou voter blanc qui m'ont dit on ne choisit pas entre le nouveau Front populaire et l'extrême droite. C'est cela le débat. Et les Français ont une responsabilité. Alors, ils ont élu Raphaël Arnaud, Louis Boyard, c'est très bien. Faisons en sorte que ces gens n'aient pas de poids à l'Assemblée nationale. Et vous et moi, on n'y arrivera pas. C'est au PS, c'est à Olivier Faure, c'est à Cyril Châtelain de sortir de ce côté mortifère politique. Sébastien Ménard veut réagir. Alors, oui, en 2 temps, cher Monsieur Vignal, on partage un certain nombre de choses. On vient de la même famille politique, mais il faut quand même constater, même dans votre circonscription, vous l'avez dit avec beaucoup d'humilité, la Macronie, les Macroniens, on a été nettoyés. C'est-à-dire que les Françaises et les Français n'ont même pas souhaité nous donner une chance de nous exprimer. Donc le bac à sable aujourd'hui, oui, c'est le bac à sable. Vous êtes très poli. Moi, j'ai souvent envie de dire que parfois, sur certaines travées de l'Assemblée nationale, c'est devenu, pardonnez-moi, et ça n'engagera que moi, un bac à merde. Voilà ce à quoi on assiste aujourd'hui. C'est ça la réalité. Mais on a notre part de responsabilité parce que vous avez d'un côté des fachos d'extrême gauche et de l'autre côté, désolé Monsieur Bilger, aussi un certain nombre de fachos d'extrême droite. Mais où ils sont? Mais attendez, laissez-moi juste développer. La réalité, Philippe, et vous savez qu'on est souvent d'accord. Mais la différence entre les fachos d'extrême droite, c'est que quand vous aviez des fachos d'extrême droite, et je n'en suis pas et je les ai jamais défendus, vous aviez toute une classe politique, toute une classe médiatique qui leur sautait dessus. Les fachos d'extrême gauche, personne n'ose les condamner. Personne n'ose, à part sur les antennes sur lesquelles vous intervenez. Mon cher Philippe, je vous regarde à la télé le matin et je ne dirai pas où c'est. Mais à part sur cette chaîne-là, ils ont table ouverte. Ils ont table ouverte pour dérouler leurs arguments de merde, clairement, et pour dérouler leur vision antisémite de la France. Ni à droite ni à gauche. Allez, 0826 300 300. Frédéric est avec nous. Frédéric, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. On vous écoute. Frédéric, oui, je suis là. Vous vouliez que je commente sur ce qui est dit actuellement là. Absolument, oui, c'est ça. C'est la règle du jeu. Vous pouvez jouer on peut parler rugby. Allez-y. Non, mais c'est intéressant, c'est de voir les différentes appréciations. Moi, je serais plutôt un peu de l'avis de Monsieur Bilger. C'est vrai que lorsqu'on parle d'antisémitisme, on dit actuellement c'est quand même l'extrême gauche qui est antisémite, et tout de suite pour un peu abaisser la charge sur l'extrême gauche, on dit oui mais attention, il y a quand même toujours l'extrême droite qui est là. Moi je dirais comme M. Bilger, où est-elle cette extrême droite antisémite? Il est vrai qu'elle doit exister, puisque dans l'extrême droite on sait très bien qu'il y a des gens qui sont antisémites, mais il y a des gens antisémites partout. Ce que je trouve très grave actuellement, moi en tant que citoyen, c'est que j'entends tous les jours des députés prendre parti contre, pas contre l'État d'Israël qui mène une opération militaire, mais contre les Juifs d'une manière plus générale. Et je sens depuis quelques semaines, depuis quelques mois, un sentiment qui est insidieusement, qui est en train de s'accrocher un peu partout dans notre société. Et comme a dit un des intervenants au début, je ne sais plus lequel, il a dit j'ai peur pour la France. Je crois que oui, il faut qu'on ait peur, parce que de poursuivre ce chemin que mènent les filles, poursuivre ce chemin de désignation de celui qu'il faut haïr, le juif, parce qu'ils disent israélien, mais en fait ils disent le juif parce qu'il mène ses opérations militaires, etc., peut demain nous conduire à des drames en France. Et ce qui vient de se passer à Amsterdam est épouvantable. Absolument. Bougez pas, Frédéric. Ludovic est avec nous. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Cécile Philippe. Bonsoir les vrais voix.
comme disait Félix tout à l'heure dans sa chronique, je suis very énervé aussi, ou je sais plus comment il a dit. Franchement, on est dans une société orange mécanique, ça m'écoeure, ça me dégoûte. On a laissé en fait les sociétés occidentales dériver vers un trousseau communautaire, conjugué à du laxisme judiciaire. Il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de modèle, et tout part en sucette. Regardez aussi les universités, où le chaos est semé par des groupuscules d'extrême gauche que personne n'ose dissoudre. Quand Sébastien Meurant disait qu'il faut dénoncer le mal. Mais à un moment donné, non, il faut arrêter. Le sport doit rester le sport, tout est prétexte. Il faut condamner tout ce qui est violence comme ça, tout ce qui dérive, etc. Cet antisionisme qui sert de clientélisme électoral, et les filles, je suis désolé, ils ne protègent ni le cadre ni l'unité du pays. Merci beaucoup Ludovic. René Chiche, un petit mot. Par rapport à la classe politique et l'antisémitisme, bien sûr qu'il y a des antisémites à droite, au centre, mais actuellement le discours politique le plus antisémite, quoi qu'on dise, c'est celui véhiculé par la gauche, une partie de la gauche et l'extrême gauche. Quand j'ai entendu ce matin, qui ferme les yeux. Exact, et quand j'ai entendu ce matin Manuel Bompard, qui n'a même pas pu dire, ne serait-ce qu'au conditionnel, ce serait peut-être une agression à un ratonade antisémite. Il n'a pas voulu dire le mot antisémite, mais pas une fois, alors que le présentateur a insisté 10 fois. Ça prouve bien qu'il y a vraiment un malaise, un sentiment quand même, quoi qu'on dise, d'antisémitisme dans cette mouvance politique. Le mot de la fin avec Patrick Vignal. Vous savez, c'est pas un antisémitisme, encore une fois, c'est pire que ça. Jean-Luc Mélenchon surfe sur les quartiers populaires. Évidemment. Regardez Yael Braun-Pivet, qui ce soir est à Lyon et qui ne peut pas faire une conférence, la présidente de l'Assemblée nationale. Et je vais vous dire, c'est parce qu'elle s'appelle Braun-Pivet. Donc le vrai débat, si on veut régler les problèmes, c'est effectivement que la classe politique ait du courage, soit courageuse. Olivier Faure, Cyrielle Châtelain, Fabien Roussel, unissez-vous avec une droite et une Macronie qui est en perdition. Et nous avons, nous aussi, un problème parce qu'on n'a pas fait le job. J'ai pas de souci avec ça. Mais là, on est en guerre. C'est une guerre qui dépasse, si vous voulez, le continent européen. Elle est amenée chez nous. Vous savez que dans ma circonscription, j'avais une croix de David et dessous, il y avait écrit Vignal dehors. Moi, c'est pas grave. J'ai pas assez fait le boulot pour rester député. C'est pas un souci. Mais vous imaginez, Cécile, où on en est? C'est-à-dire qu'on n'est plus sur des valeurs, on n'est plus sur des projets, on est sur des stratégies différentes, mortifères. Alors, le PS, prenez votre courage et faites une vraie alliance avec des valeurs et des femmes et des hommes républicains. Et on sortira du bac à merde. Excusez-moi de l'expression. Merci beaucoup Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault. Merci beaucoup. On garde Frédéric pour le qui c'est qui qu'elle a dit. Ça va nous détendre un petit peu. Et on se retrouve dans un instant. Merci à tous. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai. Ça se voit Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix du vendredi, c'est un jour sympathique parce que je sais pas pourquoi on est un peu plus détendu, on se lâche, voilà. En tout cas, c'est comme ça avec ça s'est vu durant le débat qu'on était détendu. Non mais c'est un bon débat, c'est un bon débat parce que il y a marqué parlons vrai sur nos murs. On peut parler vrai entre nous, avec les auditeurs et avec nos invités, et ça qui est bien, tout en respectant bien entendu la parole de votre. Ce qui est rare. Non, c'est pas si rare que ça, Philippe. Mais là, les chroniqueurs, je suis rarement en désaccord. Ça dépend qui. Avec Françoise de Gois, je n'ose pas l'être. Voilà. Ça, c'est un autre sujet, Philippe Bilger. Allez, avec nous, Frédéric de Paris. Frédéric. Je suis là. C'est à vous de lancer le jingle. Alors, attention, c'est le quiz, il faut que ça défrige. Le quiz de l'actu. Bravo, ça c'est de la rime. Ça va pas être facile avec Philippe David. Allez. La battle est lancée. C'est ça. Question, qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? Un point. En lançant son podcast, un président devrait écouter ça. Frédéric. C'est facile. Macron? Non, Hollande. Bonne réponse. Bah oui. René Chiche, un président ne devrait pas dire ça, donc un président devrait écouter ça, bien sûr. Frédéric, qui c'est qui l'a dit à 2 points. 2027 est une carte qui est sur la table.
Ah, je l'ai entendu ce matin. Le jeune Ruffin. Bonne réponse de Frédéric qui engrange 2 points. Question, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Il y a des femmes radicalisées qui ne portent pas le voile. Il y a des femmes radicalisées qui vont faire des manifestations devant les centres IVG. Elles n'ont pas le voile et elles sont catholiques. Et il y a des radicaux partout. Frédéric. Oh là. C'était ce matin sur Sud Radio. Ah, je sais. Attendez, Frédéric. Ça pourrait être du Sandrine Rousseau. Non, Antoine Léaumont. Bonne réponse, Antoine Léaumont. 3 points pour René Chiche, qui fait le trou. Oui. Qui c'est qui l'a dit à 3 points sur les dépenses publiques, sur les finances publiques? Dès fin 2023, Bruno Le Maire savait que tout ça dérapait. Frédéric. C'est un député très connu sur les finances publiques. Il a un prénom de roi. Oui. Pas un copain à lui, François. Non, de Courson. Bonne réponse, Charles de Courson. Charles de Courson. Ouh là là. Oui. Qui c'est qui l'a dit? Frédéric a 2 points. 2 points. Bruno Retailleau fait le shérif, bombe le torse et fait des annonces qui n'ont aucun sens. Dis donc, c'était pas mon tour? C'était vous? Oh pardon, oui. Ah. Donc je prendrai la suivante. C'est pas grave, j'ai la réponse. Allez, Frédéric. Je sais pas qui a dit ça. Manuel Bompard. Bonne réponse. Exactement. Oh là 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 là. Cécile, je vous cède la place. Allez. Je suis balèze aujourd'hui. Hein. Ouais, vous êtes fort. Ouais, on se calme. Le boulard du jour. Qui c'est qui l'a dit? Je me sens l'âme d'un Européen qui va se retrouver seul, comme tous les Européens, face à une guerre, à Poutine, à l'instabilité du monde, et donc l'âme de quelqu'un qui a compris qu'il fallait devenir adulte. Frédéric. J'ai pas du tout entendu ça, alors... C'est Macron. Non. Glucksmann. Bonne réponse, Raphaël Glucksmann. Oh là là. Contrôle antidopage, s'il vous plaît, pour René Chiche. C'est fini. Non, mais attendez, il a fait quasiment grand chelem. 12. Ah oui. 2 pour Frédéric. Quant à Philippe Bilger et Sébastien Ménard, on relance l'émission perdu de vue. Non, mais attendez, vous oubliez que j'ai fait 19 une fois. Hein. Oui. Ah oui. Il faut que je m'allie avec Monsieur Bilger. Non, c'est une manière de rendre la victoire de l'autre complètement inutile. Frédéric, merci beaucoup. Merci à vous, Frédéric. On était très heureux de vous avoir. Vous revenez bien entendu quand vous voulez. On vous souhaite un excellent week-end et merci en tout cas de votre fidélité à Sud Radio. Dans un instant, ce sera le journal. Aussi, bon week-end. Bon week-end. Et puis la météo et puis le coup de gueule de Philippe David. On a parlé de Bach, vous voyez ce que je veux dire avec Sébastien Ménard. Moi, il y a certains propos dans les journaux qui me donnent, je n'ai pas d'autre mot, la gerbe. Allez, la gerbe. Ah oui. Attention, c'est la collaboration. Non, c'est la gerbe de fleurs. Allez, on en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, un tour de table comme on les aime. Ça se discute, ça se dispute, on aime ça. Philippe Bilger autour de cette table, René Chiche et Sébastien Ménard avec Philippe David bien entendu. Et avec un gagnant du c'est qui l'a dit, René Chiche. Voilà, il a été éclatant. Moi je viendrai plus le vendredi. Hein. Lui il était éclatant et vous avez été éclaté. Comme ça, tout le monde est content. Allez. Vous avez été égalité avec Philippe Bilger, 0-0. Ouais, mais il m'a énervé Philippe Bilger. On l'a laissé gagner. J'ai l'habitude avec lui. Ah oui, bien sûr. L'habitude. Mais oui, c'est ça la générosité. Il n'aime pas les défaites. Non, je déteste. Oui, je sais. Mais comme on n'a pas participé... Mais en fait, ne venez plus vendredi. Vous êtes sûr de perdre. D'accord, ok, très bien. Oh là là, l'intimidation. Jean-Pierre Boulard est avec nous. Voilà, dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Oui, je vais pousser un coup de gueule sur un article du Monde qui m'a mis hors de moi. Allez, et en l'occurrence, vous laissez des messages sur notre répondeur 0826 300 300, on les écoute. Bonjour, Julien de l'Essonne. Je voulais réagir sur la mexicanisation de la société en France et je voulais dire que malheureusement si on veut réussir à s'en sortir, il faut prendre l'exemple du seul pays qui pour l'instant a réussi à avoir une politique qui lui a permis de s'en sortir, c'est celle du Salvador avec Yahya Bukele, mais qui est considéré comme un dictateur et je pense que on aurait une levée de bouclier comme jamais on en a eu de la part de la gauche et de l'extrême gauche qui visiblement ont l'air de se plaire dans cette situation de quasi-guerre civile aujourd'hui, quoi. Voilà. Et avec des enfants qui font du trafic de drogue, qui au lieu d'aller à l'école. Voilà, très difficile d'avancer dans la société aujourd'hui avec une gauche
qui ne se représente même plus elle-même. Voilà, bonne journée, au revoir. Merci Julien. Philippe Bilger. Il faudrait une forme atténuée du Salvador en France. On n'arriverait pas à adapter la méthode salvadorienne en France dans toute sa rigueur. Mais elle est efficace là-bas. Mais en France, pourquoi pas prendre exemple, adapter, assouplir, atténuer. Parler d'une même voix peut-être, René Chiche. Oui, alors, non, on va pas se référer au Salvador. Vous avez vu un peu comment ça se passe là-bas. Vous avez vu un peu les. Par contre, c'est efficace. Non mais d'accord, mais enfin, on va pas tomber dans ce délire salvadorien. Tout le monde prend l'exemple du Salvador pour combattre la délinquance, les trafiquants de drogue. Non, par contre, il faut peut-être mettre en place. Alors là, on parle spécialement de la drogue ou pas spécialement de la drogue. On en avait parlé un peu la semaine dernière. Il faut mettre en place effectivement des choses plus sérieuses, plus crédibles. Mais la priorité pour moi, comme j'avais dit la semaine dernière, c'est d'aller taper les gros trafiquants qui sont à l'étranger. Sinon, ça sert à rien. Ils sont tous à Dubaï, en Espagne, dans les pays du Maghreb. C'est là-bas qu'ils font leur trafic, qui dirigent leur business. Sans coopération, on peut pas faire grand-chose. Oui, on en avait parlé, absolument. C'est la coopération au État aussi. Sébastien Ménard. Quand on arrivera à définitivement faire comprendre à un parlementaire qu'achète de la drogue au nord de Paris à des gamins de 14 ans, quand on arrivera à leur faire comprendre que leur place c'est chez eux et puis à l'Assemblée nationale et que ça mérite une sanction exemplaire, on aura peut-être fait un pas. On est dans l'exclusionnite permanente. Donc on a entendu notre auditeur qui dit la gauche est permissive, la gauche vient vous expliquer des trucs qui sont totalement inexplicables, et je l'ai souvent dit sur cette antenne, c'était la fameuse phrase de Nicolas Sarkozy de 2006-2007, c'est à force d'expliquer l'inexplicable, vous finissez par excuser l'inexcusable. Enfin, la droite n'a pas eu de tellement meilleurs résultats non plus. Non, mais je dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que il y a quand même une vraie différence. Et moi, en tant qu'élu local, je le vois, une vraie différence de voir le monde, qu'on soit élu local de gauche ou élu local de droite, en matière de vidéoprotection, en matière d'armement de la police nationale. Enfin, on voit quand même pas le monde réel de la même manière. Et il y en a un qui voit le monde réellement, c'est Philippe David, un instant. Ah oui, là, je vais vous dire qu'un article du Monde m'a mis, mais autant hors de moi que vous sur Amsterdam. Donc, vous allez voir que là, c'est du très lourd. Je pensais jamais lire un truc pareil, mais bon, manifestement... J'en ai pas au bout de nos surprises. Vous emballez pas non plus, on arrive dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec bien évidemment Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, René Chiche qui prend la pause et Sébastien Ménard. Il est bizarre, mon collègue de droite. Il est remarquable. Vous avez remarqué qu'il était bizarre. Oui, c'est vrai qu'il est bizarre. Tout le monde nous le dit, mais bon, voilà. Bizarre. Vous avez dit bizarre. On a dit qu'on le prenait quand même. Oui. Louis Douvet. Louis Douvet. Alors tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui aujourd'hui se situe du côté du siège du journal Le Monde. Pourquoi le siège du journal Le Monde ? Parce qu'un article qui relate le procès des instigateurs présumés de la campagne de haine ayant mené à la décapitation de Samuel Paty porte le titre suivant: au procès de l'assassinat de Samuel Paty, le Papapoule et l'agitateur islamiste, il y avait des guillemets à Papapoule. Et je dois dire que le terme Papapoule pour qualifier un homme qui a jeté en pâture, en toute connaissance de cause, puisque après Charlie Hebdo, nul ne peut dire qu'accuser de blasphème contre Mahomet ne consiste pas à mettre une cible dans le dos de la personne accusée, est particulièrement choquant. Particulièrement choquant car le terme Papapoule, fût-ce avec des guillemets, comme ceux utilisés par le journal Le Monde, consiste à donner un côté sympathique à la personne. Une personne pour laquelle, dans l'article, on ressent de la compassion quand on lit. Brahim Chnina, 52 ans, qui ont fait 10 de plus après 4 années de détention provisoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on s'apitoie sur une personne qui, par un mensonge éhonté, a conduit à la décapitation en place publique d'un enseignant, qu'il est à plaindre parce qu'il a passé 4 ans en prison, et j'espère personnellement qu'il va en passer beaucoup plus vu les conséquences de son comportement. Papapoule, c'était le titre d'un feuilleton télévisé diffusé au début des années 80 qui racontait la vie d'un homme qui élevait ses 4 enfants seul après avoir été quitté par sa femme. Un Papapoule qui gérait ses enfants de son mieux, avec souvent des maladresses, mais qui avait marqué la France entière à l'époque, au point de faire entrer l'expression Papapoule dans le vocabulaire courant avec un côté bien évidemment positif. Bref, rien à voir avec celui qui a armé le bras de l'assassin en quête de djihad à la manière d'une fatwa sur les réseaux sociaux. Il y a quelques années, Pierre Desproges disait: il est plus économique de lire Minute que Sartre. On a à la fois la nausée et les mains sales. 50 ans plus tard, vous pouvez ajouter Le Monde à Minute.
Mon cher Philippe, dans votre excellente indignation, on pourrait distinguer deux dénonciations légitimes, celle du Monde, qui est un journal, de mon point de vue, irremplaçable, mais extrêmement déplaisant à lire pratiquement chaque jour, avec ce progressisme masqué ou ostentatoire, et deuxièmement la manière dont les comptes rendus sont faits et qui sont parfois exaspérants. J'avais fait un tweet, je crois un coup de gueule pour Nasrallah, qu'ils avaient qualifié de fan de Maradona. Alors là, un chef terroriste fan de Maradona, s'il avait été Aimé Platini, ça aurait peut-être été plus sympa parce qu'il était français. Donc René Chiche, sur mon coup de gueule. Bon, je vais être bref parce que bon, j'approuve tout à fait votre billet. Et enfin, Le Monde et aussi, il faut reconnaître Libération, sous aujourd'hui quand même une sorte de dérive journalistique où leur parti pris prend le dessus sur l'analyse journalistique ou le commentaire ou le simple fait d'énoncer les faits, quoi. Donc effectivement, bravo pour votre billet. On est dans le militantisme. On n'est pas dans le journalisme. On est dans le journalisme d'opinion, hashtag militantisme. 1. 2. Pardonnez-moi encore Philippe Bilger, on n'est pas dans le progressisme au Monde. On est dans le progressisme wokiste. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Moi qui eût été dans ma jeune carrière, j'ai fait une école de journalisme, on vénérait Le Monde, comme on vénérait François, qui est devenu un torchon complotiste online. C'est ça la vérité. Donc aujourd'hui, Le Monde reste une institution, mais reste une institution qui est au service, quelque part, d'une espèce de déviance progressiste wokiste. Et là, on en a la démonstration. Qui s'effrite, il faudrait faire un peu de rénovation peut-être. Allez, merci beaucoup Philippe David, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Buenas tardes, amigos. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Vous connaissez l'histoire de la femme qui va acheter un meuble chez Ikea? Non, taisez-vous, parce que là, ça... Le tour de table de l'actualité. Il ne va pas acheter ses meubles chez Ikea, Philippe Bilger, mais en tout cas, il voulait revenir sur la législation du cannabis. Oui, alors là, Manuel Bompard a proposé de la légalisation du cannabis, et ça m'a étonné sur un double plan. D'une part, cela fait maintenant des années qu'on est revenu sur l'idée que le cannabis pris régulièrement serait parfaitement innocent et ne créerait pas de dégâts psychologiques et physiques sur la personne qui en use. En plus, toute personne qui prend du cannabis induit un petit trafic, et mon second plan, c'est le fait de dire qu'en ce moment où on met en évidence la lutte contre le narcotrafic, même si le cannabis constitue l'échelle basse de la drogue elle-même, c'est tout de même pour le moins intempestif et inopportun. Donc il aurait mieux fait, Manuel Bompard, que par ailleurs je ne déteste pas personnellement, de se taire. René Chiche, Sébastien Ménard, qui veut prendre la parole? Non, moi Après, je suis partagé, parce qu'en fait la problématique, c'est que le cannabis est effectivement une drogue, que vous avez une grande majorité des Françaises et des Français qui consomment, qu'effectivement le fait de maintenir dans l'illégalité cette pratique nourrit le banditisme de petits étages, mais aussi le narco-banditisme, les narco-racailles, etc. Donc je suis un peu partagé. Donc moi je partage rien et je n'ai aucune amitié pour Monsieur Bompard, bien au contraire. Je dis simplement qu'à un moment donné, est-ce qu'il ne vaut pas mieux légaliser pour faire en sorte qu'on vienne couper toutes ces lignes d'affaires de narcotrafiquants, toute cette gangrène qui bouffe nos banlieues? Voilà, parce que de toute façon, malheureusement, vous avez un Français sur 2, ou voire 3 Français sur 4 qui ont consommé du cannabis ou qui en consomment régulièrement. C'est ça la réalité. Il y a 5 millions de Français qui en consomment au moins une fois dans l'année. Donc ça veut dire qu'il faut plier, quoi. Non, alors attention. Il faut faire de notre impuissance une loi. Bah oui, c'est dingue. Non, c'est-à-dire que d'abord dans les pays étrangers où c'est un peu autorisé, c'est pas très efficace. Mais ça a quand même eu quelques résultats. Alors attention, je trouve qu'à une période où on essaye de trouver des pistes pour essayer de résoudre des problèmes, moi c'est une idée que je propose, pourquoi ne pas essayer de tester pendant un certain laps de temps, je sais pas, 6 mois, 1 an, ce que donnerait... Non mais c'est une idée, puisque les politiques ne font que des grands discours. Et n'ont plus d'idées.
Comment ? Oui, c'est ça. Voilà, exactement. René Chiche, ça veut dire que vous allez légaliser le cannabis, qui sera du cannabis de bonne facture. Qui sera fabriqué par l'État français. Non, mais qui sera de... Écoutez, laissez-moi parler. Qui sera du cannabis de bonne facture, qui coûtera tant le gramme, machin truc, ce qui n'empêchera pas aux autres d'avoir des produits dérivés exactement comme les cigarettes. Non, je suis d'accord, et qui seront moins chers. On parle du cannabis. Je parle de ça. Mais ils feront du cannabis hyper chargé en THC, les trafiquants. Voilà, non, c'est mais tout. attendez, Ce sera comme les cigarettes. Ces conditions, on fait rien. Taisez-vous, monsieur. On lance pas d'idée. Moi, c'est une idée. Essayons de tester pendant un an avec. Il y a même, je crois, un élu qui disait qu'il fallait mettre une taxe à 35% ou 40% sur. Vous voyez, donc vraiment pour essayer déjà de remplir les caisses de l'État. Pour peut-être aussi, vu le prix, décourager les consommateurs, peut-être. Essayons, tentons. Pourquoi ne pas tenter une piste et après, si ça marche pas, ce projet... Mais regardez le prix des cigarettes. Regardez le nombre de concerts, regardez le prix des cigarettes. Est-ce que ça arrête ? Est-ce que ça freine vraiment les gens ? Il y a quand même moins de fumeurs. Il y a quand même moins de fumeurs autour de nous. Ça fait des années. Les gens achètent des cigarettes de contrebande en quantité industrielle. Arrêtez, ne fermez pas les yeux sur ce type de truc. Non, je ferme pas les yeux. Je ferme pas les yeux du tout. Regardez ce que disent les médecins sur le cannabis et vous verrez la schizophrénie, la dépression, les machins. Regardez ce que ça génère. Non, mais bien sûr. Excusez-moi. Mais je suis d'accord avec vous là-dessus, mais l'alcool aussi, c'est dangereux, non ? C'est dangereux, l'alcool. Il y a plus d'alcooliques en France. C'est dangereux, l'alcool. Philippe, Cécile, Philippe et Sébastien. Mais l'alcool est dangereux aussi, on est bien d'accord. Si vous buvez un verre d'alcool, vous n'avez pas les neurones qui sont attaqués déjà. Non, mais attendez, si vous buvez un verre d'alcool, d'accord, mais enfin, si vous en buvez 2 ou 3, une bière. Il y a beaucoup de gens qui boivent 2-3 verres, qui prennent le volant aussi, on est bien d'accord. Oui, mais ça, c'est interdit par la loi. Non, mais l'alcool, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. L'alcool est dangereux. Écoutez, mais ça n'est pas interdit. L'alcool est dangereux si vous. Non, mais c'est l'excès qui est dangereux avec l'alcool. Mais attendez, excusez, ma chère Cécile, le cannabis aussi, c'est l'excès, hein. Excusez-moi, un pétard, vous attaquez déjà les neurones. Attendez, si vous fumez effectivement 10 pétards par jour, oui, c'est dangereux. Même 5 pétards par jour, excusez-moi. Mais si vous. Parce que vous pensez que les gens fument un demi-pétard une fois de temps en temps. Qu'est-ce que vous en savez, Cécile ? Non, mais attendez, je vais vous dire la vérité. Qu'est-ce que j'en sais ? Arrêtez d'être. C'est débile ce que vous dites. Excusez-moi, juste une phrase très courte. Pas moi. Je connais des gens qui fument effectivement un joint, comme on dit, un pétard. De temps en temps, c'est ce que je vous dis. C'est pas 5 joints. C'est du dingue, hein. Je vous dis pas. Mais c'est faux. Je veux dire, même quand on en prend très peu, les études ont démontré depuis des années que, en réalité, on détruit insensiblement la personnalité de quelqu'un. À une certaine époque, on disait c'est pas grave. Et pour finir, juste pour finir, pour vous dire ça, je ne crois pas que ni l'alcool, enfin en tout cas pas l'alcool, y ait des rafales à la Kalachnikov. Je ne crois pas qu'il y ait des dommages collatéraux autant aussi importants. Il y a combien de crimes sous l'emprise de l'alcool, des crimes des gens qui conduisent sous l'emprise de l'alcool. Non, mais là, c'est même pas une emprise de l'alcool. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je ne pense pas que la filière viticole aujourd'hui génère autant de drames collatéraux que la drogue. Parce que là, vous parlez du cannabis, mais après, il faudra accepter quoi ? La coke aussi, c'est pareil ? Non, mais pas du tout. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Et je ne remets pas en cause, Cécile, la filière viticole. Mais si vous posez la question, faut-il légaliser, et si on n'a pas le droit d'ouvrir une porte intellectuellement ? Mais non, mais c'est un peu absurde, me semble-t-il, d'ouvrir une porte de libéralité au moment où précisément il y a une prise de conscience qui se fait sur l'importance de la drogue, la gravité qu'elle induit et les trafics, si tu veux. Si vous voulez, ça paraît un peu... Sauf que nous, Philippe Bilger, on ne cherche pas à légaliser pour faire en sorte que toutes ces officines clandestines, narcoterroristes, etc., quelque part, rentrent dans le cadre légal. C'est justement, est-ce que vaut mieux légaliser pour les éradiquer ? C'est ça le point qu'on a avec M. l'État. Désolé, tu peux m'appeler René, Sébastien. Voilà. Tu peux m'appeler René. Alors, et vous nous direz ce que vous faites de l'herbe, du THC, de tout ça. Non, mais arrête. Allez. Bon, on a fini. Ok, il y aura plus de cannabis parce que tout le monde en fumera, mais il y aura autre chose. Mais vous le savez quand même. Je n'ai pas dit ça du tout. Vous avez déjà fumé du cannabis ? Mais bien sûr, je l'ai avoué. Je suis pas devenu fou. Hein. Ok, je comprends mieux maintenant. Je termine. Attendez, parce que là, je dois dire que cette petite réflexion était un petit peu mauvaise foi de ma part. J'en ai fumé il y a longtemps. Et je fumais, je dis vraiment un joint une fois tous les 2-3 jours.
C'est pas ça qui m'a empêché, ça m'a pas fait devenir fou. Vous avez vu mon intelligence? Non mais vous avez vu? C'est qui l'a dit? René, c'est la raison pour laquelle je vous pose la question. C'est que parfois vous n'avez pas la lumière dans toutes les pièces. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas entendu. Que vous n'avez pas la lumière dans toutes les pièces. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix jusqu'à 19h. Et heureusement ce soir que c'est jusqu'à 19h. Parce que sinon, on verrait pas où on va. En tout cas, Philippe Bilger est avec nous. René Chiché. Je ne suis pas toxicomane. Sébastien Ménard. Vaut mieux le préciser. Et rapidement, puisqu'on est très en retard du coup de ce débat qui a été allongé, le tour de table de l'actu des vraies voix. On va commencer par vous, Sébastien Ménard, sur cette mission parlementaire d'info sur la dégradation des finances publiques. Oui, on assiste depuis quelques semaines aux convocations d'anciens ministres. Il y a quelques heures de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. On a vu effectivement le pauvre Bruno Le Maire qui avait pris l'exil académique pour aller enseigner loin de France. Lausanne. On en vient finalement, on assiste à une espèce d'inquisition connectée avec des parlementaires qui, Sénat, Assemblée, découvrent que derrière ce qu'on constate, il y avait des dépenses. Enfin, je répète juste une chose, c'est pas pour tant défendre la Macronie, je le fais pas et pas tout le temps. Non, jamais. Mais là, on assiste à un catalogue de mauvaise foi. Je veux dire que on s'attendait à quoi? Tout le monde a applaudi pendant le Covid, après le Covid, après le fameux quoi qu'il en coûte, qui a quand même permis, comme en Italie, en France, et contrairement au Portugal, à l'Espagne, etc., de tenir l'économie à des tas d'entreprises qui d'ailleurs ont déposé le bilan depuis et qui ne rembourseront pas, parce que c'est ça l'histoire. C'est qu'on a tellement aidé, on a tellement perfusé l'économie française, on a tellement été au chevet des plus nécessiteux qu'à un moment donné il faut payer. Donc quand on vient dire à Monsieur le Maire, parce que la seule erreur d'Attal, Le Maire, etc., c'est de ne pas avoir dit à un moment donné il va falloir payer. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Une seconde, moi je ne suis pas d'accord avec Sébastien pour la deuxième fois. C'est que je crois que la commission d'enquête en elle-même a du sens. Mission d'information. Et deuxième élément, ça veut dire qu'il est légitime à partir d'un étonnement politique de questionner les auteurs. Et on verra. Je suis d'accord avec Philippe Bilger et avec Sébastien Ménard. Maintenant je vais faire ma chronique. Non, mais j'ai pas beaucoup de temps. J'ai préparé plein de trucs pour une fois. Bon, non, aujourd'hui s'ouvre le salon du salon Made in France. Made in France. Made in France. Et malheureusement, j'ai appris, en m'informant, que le Made in France ne marchait pas tellement bien actuellement à cause de l'inflation. Il peut pas marcher, il n'a pas de pied. Non, à cause de l'inflation, vous savez que aujourd'hui les Français malheureusement font des choix. Bah oui, c'est sûr. Oui, c'est ça. Oui. Non, mais c'est une belle idée le Made in France, n'est-ce pas? C'est une belle idée. Et malheureusement actuellement ça ne prend pas. Vous voyez, j'ai tellement peu de temps que je sais plus quoi dire, mais c'est pas grave. Non, mais répétez par la même phrase. Non. Avancez. Avancez. Bon, allez. Et donc ça ne marche pas. Voilà. Et donc je vous dis à la semaine prochaine. Bonsoir. Non, ça fonctionne. Trop de choses à dire. Non, mais ça fonctionne. Il ne faut pas dire que ça fonctionne pas. Ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. Hein. Si, ça fonctionne. Commencez à faire un débat. Que vous disiez que ça ralentit avec les problèmes de pouvoir d'achat, mais vous pouvez pas dire que ça ne fonctionne pas. Non, actuellement, ça ne fonctionne beaucoup moins bien. Je vous promets. J'en peux plus. J'ai eu le PDG du style français, Guillaume Gibault, qui m'a dit qu'il y a des gros problèmes au niveau du Made in France. Non, je ne plaisante pas. Allez, très bien. Allez, on y va. Allez, Félix Mathieu, une info en plus, il arrive à le faire. Il faudrait mettre le cannabis en Made in France. Félix Mathieu, on va parler d'un retour, celui du journal Bilto. Oui, le journal bien connu des amateurs de course hippique Bilto. Il est de nouveau dans les kiosques pour 1,90 €. Et dedans, il n'y a pas seulement le quintet. C'est un vrai hebdo généraliste. Pour son comeback, Bilto fait sa une sur l'autre comeback de la semaine, celui de Donald Trump. On y lit aussi des articles sur les inondations en Espagne, la liaison Pierre Palmade-Patrick Juvet, les accusations contre Gérard Depardieu ou encore le derby de foot Saint-Étienne-OL. Il y a même une recette de la semaine, celle du bœuf carotte en l'occurrence. La photo d'un mannequin très légèrement vêtu qui n'a pas échappé à nos vraies voix du jour. Mais aussi surtout Philippe Bilger. Non, c'est Philippe David qui l'a montré. Les pronostics de Ligue 1, de Ligue 2. Bref, pour en parler, nous sommes en ligne avec le rédacteur en chef de Bilto. Bonsoir Frédéric Schramm. Bonsoir.
Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Bienvenue. Alors, c'est quoi, Bilto? Quelle est l'intention en termes de ligne éditoriale dans ce retour? Écoutez, Bilto était un journal principalement hippique à l'époque, et aujourd'hui, on a toujours une partie hippique, mais qui est noyé dans un journal plus d'information et de divertissement, autant volontairement décalé, un petit peu audacieux, et avec une ligne éditoriale qui va un petit peu à contre-courant de la bien-pensance actuelle. Donc voilà. Alors, c'est assez bien fait parce que on a envie de tout lire, et c'est vrai que les articles se chevauchent. C'est plutôt bien fichu en tout cas. Moi, ça donne envie en tout cas de le prendre sous le bras et d'aller le lire dans les transports en commun. Hein, Philippe Bilger? Oui. Est-ce que, pardon de faire une plaisanterie mauvaise comme d'habitude, vous mettez cette photo qui a beaucoup intéressé Philippe David par 14 pour féliciter le lecteur d'être allé au bout ou pas? Voilà, c'est la récompense. Si vous allez jusqu'au bout du journal, vous avez donc la photo de notre Bilto Girl, vous avez et l'horoscope amoureux avec chacun il trouvera son bonheur. Et au nom de l'égalité des sexes, il y aura des Bilto Boys de temps en temps? Je suis candidat. Alors il y en aura. Après, il faut passer le casting. Hein. Oui. Vous savez que ça me rappelle un journal où j'ai commencé très très jeune comme stagiaire, qui s'appelait Le Meilleur. d'Alain Ayache, qui était un mélange comme ça de people et de tiercé, etc. Je peux vous poser juste une ou deux questions? Est-ce que je suis dans la presse écrite? Je suis dans la presse écrite, dans la classe. Non, je plaisante. C'est tiré à combien votre magazine, monsieur Schramm? Ce qu'il raconte. Comment? La question, c'est ce qu'il raconte. Non, quelle est la diffusion de votre magazine? On est à 50 000 en tirage. Ah, sur la France entière? Oui, tout à fait. Et vous avez déjà une version numérique? On a également une version numérique sur le bilto.fr en ligne. Excusez-moi, et Johanna qui est en page 14, elle écrit pour votre journal, elle fait juste des photos? Non, Johanna, c'est une stagiaire. Ah bon, je vous laisserai mes coordonnées parce qu'on a besoin de stagiaires aussi, vous pouvez entendre. On ne sait pas si on va la garder, je ne sais pas si vous avez... Non, ne le gardez pas. On est bon, Johanna, René Chiche attend votre CV d'urgence. En tout cas, c'est très sympa, Frédéric Schramm. Merci beaucoup, rédacteur en chef de Bilto, parce que ça ne se prend pas au sérieux et ça fait du bien d'avoir en tout cas des nouveaux magazines qui sortent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Avec plaisir. On vous retrouve mercredi avec Philippe David parce qu'on ne sera pas là lundi et mardi. Ce sera Jean-Marie Bordré qui sera à notre place. Et dans un instant, retour à Marseille où le gouvernement dévoile donc son plan anti-drogue, nouveau statut pour les repentis, une rédemption pour ceux qui veulent peut-être quitter le narcotrafic. Alors parlons vrai, est-on armé avec l'état de droit actuel face au narcotrafic? Y a-t-il d'autres choses à mettre en place que le statut de repenti? Un statut de repenti est une porte de sortie pour ceux qui veulent quitter le narcotrafic. Vous dites non à 52%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Notre invité Florence Rouas sera avec nous, avocat pénaliste. On en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore Sud Radio dans la mesure où là au moins on peut s'exprimer en direct et donner notre avis. Sud Radio, parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix aujourd'hui, Philippe Bilger, René Chiche et Sébastien Ménard avec Philippe David bien entendu jusqu'à 19h. Et tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. À chaque saisie, le montant peut donner le tournis. Encore cette semaine, 1 200 000 € interceptés dans une voiture à Marseille. Un juteux trafic contre lequel devra lutter le futur parquet anti-criminalité organisée qui doit être créé dans les prochaines semaines. Donc, est-ce que vous allez créer un parquet national anti-narcotrafic ? Moi, vous savez, j'y suis favorable depuis le départ. Donc oui, c'est un sujet qui est un sujet de garde des Sceaux, bien sûr. Donc le fait d'avoir un parquet national qui aurait autorité sur les services qui sont en charge de mettre en œuvre ces technologies, nous pensons que c'est une avancée extrêmement importante. Et les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont donc présenté sur un plan anti-drogue aujourd'hui à Marseille, création d'un parquet national spécialisé, sécurisation, brouillage des quartiers d'isolement, assouplissement de l'excuse de minorité. Le gouvernement annonce aussi une amélioration du statut des repentis pour le rendre plus incitatif. Alors parlons vrai, gagner la bataille contre la drogue, est-ce encore possible ou est-ce définitivement perdu? Et à cette question, un statut de repenti est-il une porte de sortie pour ceux qui veulent quitter le narcotrafic? Vous dites non à 52%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Florence Roy, c'est avec nous, avocate pénaliste. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger.
Alors, dans toutes les mesures qui sont envisagées, paradoxalement, il n'y en a qu'une dont je doute forcément de l'efficacité. Je sais que Bruno Retailleau y tient depuis longtemps, c'est la création d'un parquet national spécialisé. Je continue à dire que toutes les autres mesures sont très positives, notamment un statut des repentis, mais qu'il faut arrêter de croire que lorsqu'on est en quelque sorte dépassé par une catégorie délictuelle ou criminelle, le réflexe doit être automatiquement de dégainer un parquet national financier antidrogue. Parce qu'on va dépouiller la justice ordinaire, on aura du mal à trouver un nombre de magistrats pour nourrir ces parquets spécialisés, et j'ajoute qu'à Marseille, ceux qui ont sonné l'alerte il y a quelques mois, ils sont plutôt partisans, et j'espérais que le ministre de l'Intérieur serait un peu sur cette ligne, sur rendre plus substantiels les fameux GIRS qui à l'heure actuelle existent. René Chiche. Mais là on parle du statut de repenti, on ne parle pas du parquet, etc. On va parler du statut de repenti, ça fait partie de... Oui, d'accord, mais là on va revenir au statut de repenti. Bon, déjà c'est un statut qui existe depuis plusieurs années. Je pense. Tout à fait. Il y a même une loi même au début des années 2000 qu'on appelait une loi de 2004 de justice, on appelait ça. Oui, alors je crois que c'était Maître Florence Ouas. Oui, alors collaborateur de justice, je crois que c'est l'appellation en Italie. Mais en France, c'est les dispositions du code pénal qui existent depuis 2004. Donc ce statut de repenti existe, c'est-à-dire que quelqu'un qui dénoncerait un réseau bénéficierait de la mi-peine, et celui qui se serait livré à une tentative et qui dénoncerait, il serait carrément exempté de peine. Donc de toute façon, ça existe déjà dans le code pénal. Alors de quelle manière le durcir? Moi j'avais entendu dire l'année dernière, une mesure, je ne sais pas si elle est en cours d'application ou pas, sur des gens qui étaient détenus d'origine étrangère, à qui on accorderait un aménagement de peine ou une réduction de peine s'ils dénonçaient et qu'ils acceptaient de repartir dans leur pays d'origine. Est-ce que ça fait partie de l'arsenal finalement de ce renforcement du statut de repenti? Parce qu'en tout cas, le statut de repenti, il existe déjà et depuis 2004. Donc je ne sais pas quelles sont les mesures qui vont renforcer cela. Sébastien Ménard. Moi, je suis plutôt d'accord pour cette mesure. Mais comme on dit dans le milieu, les poucaves finissent jamais bien. C'est-à-dire les balances, celles et ceux qui collaborent. Quand on voit déjà la manière dont se règlent les comptes, je dirais, en dehors... en dehors de cette mesure, je ne prête pas longue vie à celles et ceux qui viendraient collaborer avec l'État français, parce que à moins de les... Oui, mais ça existe peut-être, mais en tout cas, on voit aujourd'hui le niveau d'extrême violence qui outrepasse, je dirais, le carcan même du grand banditisme. Honnêtement, je crois moyennement ça. Moi, je vous pose juste une question. Est-ce qu'on a suffisamment, indépendamment, cette histoire de tribunal, enfin de parquet national, etc. Je ne suis pas suffisamment technicien pour pouvoir m'exprimer là-dessus, mais je pense un peu comme vous, Philippe Bilger, c'est qu'à un moment donné, on essaie de cumuler les dispositifs, mais a-t-on suffisamment de places de prison? Attendez. Non, mais attendez, moi je vais juste poser une question, c'est le minibus, parce qu'on l'a déjà posé sur cette antenne. C'est bien de vouloir, par des effets de manche, etc., dire on va faire ci, on va faire ça, la France c'est mexicanisé. Enfin, moi je veux juste, a-t-on les moyens aujourd'hui de mettre hors d'état de nuire, de pourrir nos cités, de gangréner nos gamins? Est-ce qu'on a, en termes de surface foncière, de suffisamment de place pour incarcérer tous ces gens-là? Attendez, d'abord, avant de répondre à cette question, pour qu'on comprenne bien le statut de repenti, parce que qu'est-ce que ça veut dire, et est-ce que ça, finalement, ces repentis, est-ce qu'ils doivent changer de nom? Est-ce qu'ils retrouvent une vie normale? Parce que ça, c'est important, parce qu'on ne sait pas, nous, c'est quoi l'issue, en fait? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les dispositions actuelles du code pénal prévoient que qu'est-ce que le statut de repenti? C'est quelqu'un qui irait dénoncer un réseau dans lequel il est lui-même impliqué, et auquel cas il bénéficierait de la moitié de la peine qu'il encourt. Ça se pratique depuis 2004. Moi, je l'ai vu faire et ça fonctionne bien. Bien sûr qu'il y a des précautions qui sont prises, Philippe Bilger le sait, et effectivement pour protéger la personne qui vient à dénoncer le réseau. Ça, c'est une première chose. Sur la question du changement de vie, du témoin anonyme, etc.,
c'est de plus en plus, ça existe également. C'est encore autre chose, ça existe notamment dans la criminalité organisée, les réseaux de proxénétisme, la traite des êtres humains. Donc il y a des choses qui existent, qui sont... voilà, moi je veux bien entendre qu'il va y avoir des mesures de renforcement, et ça j'en suis ravie, mais il faut savoir quelles seront-elles, parce qu'il y a quand même déjà, et c'est comme à chaque fois il y a un effet d'annonce, mais la réalité c'est que les choses existent en partie. Donc peut-être qu'il faut peut-être un peu plus les mettre en pratique, et peut-être les renforcer, peut-être être plus attrayant dans la proposition, mais en tout cas, le statut de repenti a déjà fait ses preuves. Moi, j'ai eu des cas en mémoire où ça a fonctionné sans qu'il y ait eu de mesures de rétorsion ou de risque encouru. Oui, alors, je suis d'accord avec vous, maître, mais en même temps, il y a eu très très peu de repentis en France depuis 20 ans. Il y en a à peu près une quarantaine en France. Mais on ne le sait pas. On ne sait pas qui sont. Si, on le sait. Ah non, mais par définition. Non, mais par définition. Mais par définition. Ah non, mais moi je peux vous assurer qu'en matière de stupéfiants. Bien sûr qu'on ne donne pas les noms, etc. Mais il y a eu exactement 40 repentis en France. Même pas que je raconte. Il y a eu 20 repentis en France. Mais ils sont où vos chiffres? C'est des chiffres de quoi? Ah ben attendez, c'est un chiffre qui est... Mais bien sûr qui était dans un... Mais je vous promets, dans un rapport, etc. Il y a 20 repentis en France. Dans le Bilto? Non, mais franchement, c'est vrai. Mais non, mais écoutez, franchement, c'est vrai. Je me suis un petit peu renseigné. Il y a eu 20 repentis depuis 20 ans. C'est ça qui est incroyable en France. Par an. Mais vous imaginez le nombre de gens impliqués dans des trafics de stupéfiants, c'est énorme. Donc vous ne pouvez pas avoir un chiffre, c'est impossible. Où vous avez vu, il y a eu à peu près 1000 repentis. Sur la mafia. Voilà, sur la mafia. Donc ça peut montrer, ça montre d'ailleurs que ça peut être efficace. Puisqu'il paraît-il, en plus, il y a moins de crimes qu'en Corse maintenant, Cécile. Ne m'engueulez pas. Pardon, il y a moins de crimes. J'ai juste... Non, mais moi je vous repose la question. C'est vrai, il a raison, qu'est-ce qu'on va en faire? À un moment donné... Remarquez, ils sont déjà en prison. National, nouvelles facilités pour les repentis, etc. Tout ça, pas de problème. Je vous dis, je suis pas suffisamment technicien, je suis petit élu, je vais parler comme un bon père de famille. Mais quid de... On a des établissements pénitentiaires qui sont surpeuplés. On sait très bien que le crime organisé gangrène nos prisons, qu'il y a des ordres qui sont donnés pour maintenir des réseaux en vie, pour probablement exécuter des gens depuis les maisons d'arrêt, depuis les centres de détention. Alors là, il y a des mesures aussi, visiblement. Écoutez, moi, j'ai une conception de la politique pénale très particulière. Je parle sous le contrôle aussi de Philippe Bilger. C'est que je considère qu'il y a des gens qui sont en prison qui n'ont pas leur place en prison. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en prison et qui méritent un traitement dans des hôpitaux psychiatriques plutôt que d'être dans la case prison. Ils pourraient être le cas échéant dans la case prison, mais ils ont d'abord besoin d'être traités. Et c'est vrai que ça pose toute la question de la psychiatrie. On l'a vu d'ailleurs dans des faits divers retentissants ces derniers mois, où finalement on se disait les gens qui avaient des problèmes psychiatriques n'avaient pas été pris en charge, ils avaient été largués dans la nature à l'issue d'une peine de prison, et finalement on s'aperçoit qu'ils récidivent, donc ça prouve bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont comme ça extrêmement liées. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a des infractions qui mériteraient d'être des peines alternatives. Elles existent, ces peines alternatives, mais encore plus de peines alternatives, c'est-à-dire qui finalement touchent au portefeuille des aménagements de peine X, Y, Z, qui permettraient d'alléger, si vous voulez, les prisons, parce que ces gens n'ont fondamentalement pas grand-chose à y faire. Et en revanche, laisser en détention des gens qui ont commis des infractions très graves. Et qui sont dangereux. Et qui sont dangereux pour la société. Quelle est la fonction de la peine ? Sanctionner, protéger la société, prévoir la réinsertion. C'est ça la fonction de la peine. Donc ça, vous savez, si on permet à des gens qui ont participé à des réseaux importants de dénoncer et d'obtenir mi-peine, et ben ces gens-là ils sortent de la case prison. Donc forcément vous allégez la détention. Merci beaucoup Florence Rouaz d'avoir été avec nous, avocat pénaliste. C'était passionnant. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces bonnes interventions par celle de Philippe Bilger, de René Chiche et de Sébastien Ménard, bien entendu. On n'est pas d'accord avec vous, forcément. Oui, je suis de mauvaise foi. Et alors, ça dérange quelqu'un? C'est pas grave. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup Philippe David, merci à notre équipe formidable. Passez un très bon week-end. On se retrouve mercredi matin, mercredi soir. Vous serez avec Jean-Marie Bordry lundi et mardi. Tout de suite le rugby. Salut Alexandre Priam. Salut Alexandre. Bonjour les Vavois, bienvenue dans le temple de la mauvaise foi, Sud Radio Rugby. Enfin des amis. Je confirme que dans certains cas, c'est loin d'être faux. Alors quel est le menu du soir, Alex ?
Vous reprendrez bien un petit peu de mauvaise foi avec déjà une équipe au complet ce soir avec Clément Combe, avec Quentin Cavani, Enzo Jacquet, Philippe Spanghero dans quelques instants, avec un très beau programme de Pro D2 où il y en a Grenoble, Aix-en-Provence, Aurillac, Soyons-Angoulême, Agen, Béziers, Dax, Montauban, Nice, Nevers, Valence-Roman et on terminera par Brive, Colomiers. Demain, on vous le rappelle, sur Sud Radio dès 20h, samedi dès 20h, France-Japon, l'avant-match exceptionnel du côté du Stade de France. Et puis dans quelques minutes, notre invité Robert Ménard pour revenir sur la vente du club de Béziers. Beaucoup de choses à évoquer avec le maire de la ville biterroise. On sera là comme tous les vendredis. Passez une belle émission, bon week-end et on se retrouve mercredi soir. Allez, salut.